On a la chance d'être sur la terrasse avec Len Vielle et on va aborder différents sujets, notamment on va parler de tes deux menus, on va décrypter quelques plats, on va parler des cailloux d'assaisonnement, de l'inertie, de la fadeur et pour commencer peut-être de ta nouvelle cuisine. Exactement, on a changé cette année, j'ai eu la chance d'avoir une cuisine toute neuve, on a changé la cuisine après 20 ans de bons et loyaux services. Donc on a une cuisine qui est vraiment toute neuve, qui a été refaite de A à Z. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un confort de travail. On est ravis avec les équipes de tout le jour œuvrer dans cet endroit qui est incroyable, avec cette cuisine qui donne sur l'extérieur, avec cette lumière naturelle. Et ça c'est juste incroyable, même si finalement c'est pas la canne qui fait le pêcheur. Et qu'est-ce qui a changé? Non, c'est sensiblement, si vous voulez, la même chose. Mais, la configuration? Ouais, après je me suis fait un bureau plus grand avec un petit labo où je peux m'exprimer comme ça, par moments seul. Je suis dans ma bulle, j'appelle ça la boîte noire, c'est pas très poétique, mais l'idée c'est quand même de s'interroger, pour mes gars, de s'interroger qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'on va bientôt faire au menu. Donc moi ça m'amuse assez et puis ça me permet moi de m'isoler comme ça, d'être au calme. On parle aussi de la chocolaterie? Ouais. La viennoiserie? Ouais, viennoiserie, chocolaterie, potière. Donc on a créé donc la place des artisans avec Julien chocolatier, Jade qui nous fait toutes les viennoiseries et les pâtes de la maison, et puis Cécile Quérol qui est la céramiste qui nous fait une grosse partie de la vaisselle. Et donc c'est génial, ça fait vivre la maison. Avant même d'arriver au restaurant, on essaye d'afficher notre position sur l'artisanat. Et donc ça, je crois que c'était important pour nous de le montrer. C'est la première fois qu'il y a une chocolaterie? Oui, c'est tout récent, ça fait 2-3 mois qu'elle est ouverte là. Et ouais, c'est super, ça fait un petit moment qu'on en parlait, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres choses à faire en priorité et on fait les choses petit à petit. Voilà. Effectivement, on a beaucoup de chance de travailler à Beaumanière parce qu'on a un patron incroyable et le cadre est fou, l'histoire est dingue. Tout est assez dingue. Moi, quand je suis arrivé ici la première fois, j'ai senti des choses, j'ai senti des vibrations, j'ai eu des frissons, j'ai fait 2 pas à l'intérieur, j'ai eu des frissons. J'ai senti quelque chose dans cette maison, l'âme, le spirit un peu, on le ressent pas, on est croyant, pas croyant. Enfin, il y a des choses qu'on capte pas, ça c'est la sensibilité de chacun. En tout cas, moi j'ai trouvé quelque chose d'incroyable ici, une poésie. J'ai un patron qui est au top parce qu'aujourd'hui rien ne nous freine, on y va à fond. Et voilà, c'est pas un homme d'argent. Aujourd'hui, notre métier, bien sûr, c'est des entreprises et qu'il y a des employés, des fournisseurs, etc. qu'il faut que tout le monde trouve son compte. Mais lui, à la fin d'année, c'est pas grave s'il n'y a pas un chèque énorme, quoi. Et ça, Ça te parle, ça? c'est génial. C'est génial de travailler dans beaucoup de grandes maisons avec de gros moyens où il faut, pour avoir 2 tupperwares, faire signer le devis par 15 personnes, quoi. Ici, je passe par personne, j'achète direct. Donc même si je veux une machine à jambon, je veux 2000 € de vaisselle, je passe même pas par Monsieur Charal. Il me fait entièrement confiance et moi, j'essaye d'honorer sa confiance. Tu as une grande liberté d'expression et de créativité. Total, on échange toujours parce que on peut se tromper dans notre idée et que c'est important que tout le monde adhère à une idée. Mais d'une manière générale, ça a plutôt été positif. Aujourd'hui, le restaurant il tourne à plein régime, on est complet du début jusqu'à la fin de l'année. Et donc ça c'est chouette. C'est ce qui prouve que le restaurant est animé par une espèce d'énergie positive qui fait que les gens viennent. Et donc ça c'est très bien. Et je le disais encore il n'y a pas très longtemps à M. Charal, on était en plein service et je dis qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien parce que on est beaucoup, parce que ça court pas, parce que c'est fluide, parce qu'il n'y a pas un bruit pendant le service, qu'il n'y a pas un moment où on doit accélérer, il y a une espèce de. C'est lisse, c'est agréable quoi. De temps en temps il peut y avoir une petite accélération, mais enfin elle est vraiment petite par rapport à ce qu'on a vécu avant quoi. Beaucoup de changements amorcés quand même depuis mon arrivée. On faisait quand même l'été 100 couverts ici par service. On est passé de 100 à 50. On est ouvert 7 jours sur 7, on ferme 2 jours. Donc on a toujours la même équipe. C'est ce qui fait que j'ai toujours les mêmes appuis. J'ai toujours mon arrière gauche, mon avant droit. Et donc c'est toujours la même personne qui me fait la passe. Et donc ça c'est vrai que c'est génial. On a trouvé un bel équilibre et aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Tu fais des références au sport? Ouais, souvent au sport, c'est ce que je dis. Mais Charles, au début, pour que je trouve ma place et qu'il trouve la sienne, je dis à un moment donné, on est certainement sur le banc, et puis après on rentre sur le terrain, on est avant-centre, puis après on est capitaine, et après on est entraîneur, et puis après on est président. Il y a un temps pour tout dans la vie, je crois, et qu'il faut à un moment donné laisser sa place, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir à soi-même, quoi. On est qui on est, et puis voilà, la vie c'est comme ça, il y a des moments où on est là, et puis il y a des moments où on est ailleurs, c'est comme ça.
Il y a un plat qui s'appelle cheminement. Ouais, cheminement, effectivement c'est la betterave. Alors j'ai pas créé le nom et le plat, j'ai appelé le plat et c'est le plat qui a amené le nom finalement. Et donc en fait j'avais fait une betterave comme ça, un peu confite, cuit en croûte de sel, etc. Et puis c'est vrai qu'au moment où je la regarde, il se passe là à ce moment-là, hein. C'était le lundi peut-être, j'aurais fait le mardi, j'aurais pas eu la même expression peut-être. Mais enfin bref, ce moment-là je vois et pour moi je vois des rides. Et donc je me suis dit, ouais, pour moi ça raconte la vie et la peau de l'homme. Et donc je me dis je vais l'appeler, c'est pas très joli, mais c'est une réalité, betterave flétrie quoi. Et je raconte que finalement on peut un peu se faner de l'extérieur mais se bonifier de l'intérieur. Et c'est vrai que esthétiquement c'est peut-être moins joli que si on l'a coupé en quartier comme ça, c'est peut-être plus joli une betterave comme ça. Mais finalement je pense qu'au goût elle apporte vraiment quelque chose, il y a une mâche assez particulière. Et il y a un côté pâte de fruits, pruneau, même des fois on peut retrouver le réglisse à cause de l'estragon. Et donc voilà, c'est une autre expression quoi. D'ailleurs, elle se décline la betterave dans ce plat. Est-ce qu'on peut en dire un peu davantage? Elle se décline, c'est-à-dire quoi? On tourne vraiment autour de la betterave avec de l'estragon, 3 agrumes hein, pour aller chercher un peu d'amertume, un peu de sucré, un peu d'acidité. Et donc il y a du croustillant, il y a du cru, il y a de la vinaigrette, tout autour de la betterave vraiment. Quand on y va dans le légume, on y va quoi. Je trouve que c'est important et finalement des fois on redécouvre. Ce que j'ai trouvé à un moment donné dans la cuisine, c'est qu'on mélangeait tout et n'importe quoi, de mon point de vue, pour essayer de dire, vous avez vu, je suis un chef un peu innovant, mais moi je suis trop lié à la terre, je suis peut-être, pourtant je m'envole beaucoup par l'esprit, mais je suis quand même toujours ancré dans le sol, et moi quand ça me raconte rien, ça m'inspire pas quoi. Et je suis assez peut-être simpliste dans l'approche peut-être, mais en tout cas je veux pas mélanger tout et n'importe quoi. Il y a une véritable mise en scène dans tes propositions, notamment les amuse-bouches quand ils arrivent. Ouais. Il y a cette fameuse carte postale qu'on reçoit aussi avec la déclinaison de l'huître. Ouais, avec une approche oui, pas. Là, il y a une mise en scène. Ouais, il y a une mise en scène, ça raconte finalement toutes les grandes marées que j'ai pu faire quand j'étais enfant. Oui. On allait prendre les ormeaux, les homards, les tourteaux dans les trous, etc. Et en fait, je raconte ça. Et d'ailleurs, l'huître est aimantée. Exactement. C'était pas pour la stabilité, c'était pour raconter que l'huître, des fois, est greffée au rocher. Et que donc on ne peut pas partir avec, il faut la manger sur place. Mais le fait de la décoller comme ça donne le sentiment presque de la ramasser soi-même. Donc il y a une espèce de poésie et d'approche dans ce qu'on fait, et donc je l'exprime comme ça. Et surtout, tous mes apéritifs, il y a une touche d'humour. Donc ce plat s'appelle pêche à pied, les pieds sous la table. Oui. Et l'autre que vous avez dégusté, il me semble, c'est un Parisien en pleine forêt. Donc on pense que le Parisien qui viendrait de Paris le prendrait presque pour lui. Enfin c'est presque assez drôle comme intitulé. Mais en fait, on parle juste du champignon de Paris qui serait égaré dans une forêt alors qu'il n'a rien à y faire puisque c'est un champignon de cave, on va dire. Donc voilà, toujours un trait d'humour parce que si à un moment donné, on peut, on va dire, apaiser le client, s'il arrive un peu tendu, c'est l'apéritif, après c'est trop tard. C'est tout de suite qu'il faut le faire. Donc on essaye de mettre un trait d'humour, il faut que le serveur puisse capter à ce moment-là l'intention du client. Pour que le client, ouais, et puis surtout qu'il puisse capter l'intitulé, ce brin d'humour qu'on vient mettre dans nos appellations et finalement dans la mise en scène. Il y a aussi eu des amuse-bouches avec des profils de chefs. Oui, il y a aussi dans la tête d'un chef. D'ailleurs, il faut que j'aille voir Alexandre prochainement. Ça, c'était aussi pour montrer, bon, il y a une touche d'humour aussi, et c'est très participatif, on ne sait pas qui se trouve derrière la statue, il y a un drap avec un point d'interrogation, mais c'est aussi pour montrer qu'entre les chefs, il y a de l'amitié. Pour moi, il n'y a pas de compétition avec les autres, la seule compétition qu'on a, c'est avec nous-mêmes. C'est pas parce que les autres tombent que vous grandissez. Je pense que grandit que quand les autres grandissent. Donc je voulais l'exprimer à travers quelque chose d'amical. Voilà, de pouvoir exprimer finalement l'idée d'un plat à travers un autre chef et le mettre sur sa propre table. Je trouve que c'était voilà, je trouve que c'était sympathique de le faire. Très ouvert d'esprit. Ouais, il faut être ouvert d'esprit dans ce qu'on fait. Les clients, il faut qu'ils le soient aussi pour comprendre tout ça. Mais en tout cas, je crois qu'un cuisine, c'est un peu comme un poème. On écrit nos lignes, nos versets, comme on l'entend. Est-ce que l'écoute à la lecture va être incisive et touchante? Ça, c'est toujours quelque chose d'assez subjectif, quoi. On ne sait jamais, quoi. On a toujours comment je fais le tour de salle, j'ai toujours cette appréhension de ne pas avoir touché un client. Toucher, c'est très fort, mais d'avoir une connexion, une rencontre, que la rencontre ait lieu. Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce que finalement ma perception va être celle de notre convive? J'en sais rien, c'est très très compliqué ça.
En même temps, il y a un petit peu une mise à nu. On apprend à la lueur d'un plat et de tout ce qui est raconté, ta vie, Ouais. tes centres d'intérêt, Ouais. tes valeurs, Ouais. ton histoire, ton enfance. Toujours l'histoire et c'est vrai que j'ai toujours essayé de me trouver moi. Enfin, c'est le but de chaque homme sur la terre, hein, je crois, c'est d'arriver à la fin de se dire ok, j'ai fait ce que j'avais à faire et je l'ai bien fait, et je suis content, je peux partir tranquille. Et c'est vrai que moi, j'allais pas manger chez mes confrères par exemple. Je regardais pas de magazine, je regardais pas de télé liée à l'alimentation ou à la gastronomie. Parce que je me suis dit, avant de savoir qui sont les autres, je veux savoir qui je suis moi et quelle cuisine je veux faire. Et donc ça prend du temps, hein. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et Baumanière m'a permis ça, quoi. Je suis arrivé dans une maison qui me correspond et sur laquelle j'ai pu faire ce que je voulais. Voilà. En respectant la maison, c'est-à-dire qu'en même temps j'ai fait un pas vers elle, mais elle a fait un pas vers moi. C'est-à-dire elle m'a permis des choses qu'ils n'auraient pas pu penser faire. Et moi je suis allé dans une espèce de tradition moderne un peu, quoi. C'est-à-dire qu'ici on ne peut pas faire tout n'importe quoi, et c'est une institution, il faut respecter ça, quoi. Je ne peux pas balayer d'un revers tout ce qui s'est passé avant. Beaucoup de créativité, de l'inventivité, et on pourrait peut-être parler des cailloux d'assaisonnement. Ouais, qui cahier donc d'assaisonnement, sont bah, ça brevetés, c'est. ça. Ouais, c'est breveté, mais ce qui était intéressant, c'est finalement que c'est une idée qui est venue avec mon passage aux tables. On apprend beaucoup si on fait le tour de nos clients. Oui. Ouais, énormément. Et donc moi j'ai une cuisine avec beaucoup de sapidité, avec des jus très réduits, une cuisine de caractère. Voilà, j'aime les choses nettes. Même si je peux de temps en temps vous emmener dans quelque chose d'aigu et de vous ramener dans du grave, c'est pour vous faire switcher, pour mieux comprendre le plat d'après finalement. Et donc voilà, ces cailloux d'assaisonnement sont venus parce que je ne maîtrisais pas de la même manière mes sauces. On n'avait pas fait le travail qu'on a fait aujourd'hui, et donc certains clients me disaient ah c'est salé, surtout, alors qu'il n'y a pas du tout de sel dans mes jus. Il y a zéro sel. C'est la concentration du goût qui amène à l'idée du sel. Et donc je me suis dit que certainement la barrière entre le sel et la concentration était proche, et que donc il y avait peut-être quelque chose à faire dessus. Donc on a fait des bouillons monoproduits qu'on a fait réduire à outrance, et tout matière liquide devient solide à un moment donné. Vous faites réduire de l'eau, il y aura toujours un exudat de quelque chose. Donc si vous faites réduire un bouillon de langoustine, forcément vous aurez quelque chose de plus conséquent. Et donc plutôt que de mettre du sel, on vient râper ce petit caillou d'assaisonnement pour remplacer le sel par la concentration du goût. Puisque le sel est un exhausteur, autant le faire avec quelque chose qui aille dans le sens du produit. Et donc voilà. Mais on le fait que, c'est quelque chose qu'on a fait sur beaucoup de choses, mais nous on le fait sur un seul produit, qui n'est même pas actuellement par exemple à la carte, parce que moi je trouve que la bonne idée doit être répétée qu'une fois, sinon ça devient une mauvaise idée. Et quand il est sur la carte, il est présent sur quel type de plat? Là sur la langoustine, voilà, quand on en a, en ce moment c'est un peu compliqué. Ou le homard peut-être? Non. Non, pas le homard. On l'a déjà fait sur du céleri, on l'a déjà fait sur de la carotte. En tout cas, s'il y est sur un produit, il n'est pas sur un autre. Et pourquoi l'avoir breveté? Parce que l'idée était intéressante. Enfin, on pensait qu'elle était intéressante, et puis finalement, il s'est avéré que ça a été le cas, puisque ça a été breveté et validé. Un brevet, ça se protège, mais ça se partage? Moi, je trouve que tout se partage. Moi, je cache rien. Enfin, moi, il n'y a pas de recette que je monte pas. Je m'en fiche parce qu'en plus, je trouve que c'est mieux finalement parce que ça nous permet d'aller chercher autre chose. Parce que si on le cache, c'est qu'on pense qu'on va le garder longtemps et que peut-être voilà. Moi, j'ai pas envie. Je veux pas être catalogué à un plat, moi, ou à une idée. Moi, sinon, ça veut dire que tu feras pas grand-chose d'autre derrière. Enfin, il me semble. Hein. C'est pas tout ce que je dis, encore une fois, n'est pas une affirmation, et c'est juste une perception. Et donc voilà, moi je dis toujours, on me demande souvent c'est quoi votre plat signature, je dis souvent c'est le plat que j'ai pas trouvé. Voilà, c'est le plat que je vais créer qui me plaît, moi. C'est pas ce que j'ai déjà fait, c'est trop tard, c'est fait, c'est bon, on va pas rester dessus, quoi. Et moi ce qui me plaît c'est la création, quoi. Alors, on n'en crée pas 10 000 par an, hein, mais si je fais entre 5 et 10 plats lourds avec une vraie idée, bah, j'ai passé une belle année. L'inertie est un mot qui est souvent utilisé. Ouais. L'inertie, c'est aussi la peur de ne pas avancer, ou c'est l'inertie d'un service, ou c'est l'inertie... C'est l'inertie, de toute façon la vie c'est l'inertie, hein. Faut continuer à avancer sinon on s'arrête. Et finalement quand on s'arrête je pense qu'on recule. Donc finalement l'inertie c'est une chose essentielle. C'est-à-dire que en vérité moi je pense qu'on a été bien trop vite. Aujourd'hui on voit bien hein, le dégât qu'il y a sur la planète, c'est pas très beau. Et finalement on a créé des choses sans voir l'impact et les conséquences. Et je pense que la cuisine, d'une certaine manière, a suivi cette évolution, et finalement, on n'a pas été à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on veut montrer avant de démontrer. Et finalement, les inerties, c'est quelque chose d'hyper important, mais c'est quelque chose qui n'est pas visible forcément pour le client. C'est-à-dire qu'on veut mettre de la poudre de perlimpinpin, entre guillemets, hein, je dis entre guillemets,
Et finalement, avant de comprendre l'essentialité du métier, c'est-à-dire la cuisson, quoi. Les assaisonnements et la cuisson. C'est peut-être les choses déjà, premièrement, le bon produit, les assaisonnements et la cuisson. Et c'est vrai que moi j'ai compris les cuissons il n'y a pas longtemps en fait. Il y a 5-6 ans, quand on a commencé à calculer toutes les inerties de tout ce qu'on fait. Et les inerties en fait sont super longues. On sait tous qu'il y a une inertie, mais personne ne les avait vraiment quantifiées en fait. Et comment est-ce qu'on les calcule? On met une sonde et on regarde comment ça vit après la cuisson. Et c'est long. C'est super long. Souvent l'inertie est beaucoup plus longue que la cuisson. C'est-à-dire que moi par exemple je suis un pigeon ici. J'avais fait d'ailleurs un céleri que je mettais au four à 90, dans lequel j'avais fait un trou, je mettais une semoule de céleri avec un peu de truffe, donc classique là, jusqu'à là. Et finalement on mettait un morceau qu'on avait juste snacké une fois, juste pour avoir un peu de sucre, mais qui était complètement cru. Et qu'on mettait sous une cloche avec un petit couvercle et qu'on mettait au milieu de la table. Et pendant que les gens mangeaient leur amuse-bouche, le foie gras cuisait à l'intérieur du céleri. Et 12 minutes plus tard, on venait sur table et on sortait ce foie gras qui avait cuit devant le client. Donc c'était pour expliquer l'inertie, l'échange de chaleur, etc. Et aujourd'hui, on fait un pigeon qui est cuit à 250 degrés pendant 11 minutes à 250. Donc 11 minutes, c'est quand même court. On le sort, il est à 31 degrés. Il finit sa courbe d'inertie positive 22 à 23 minutes plus tard, et il a 51-52. C'est assez fou quand même. C'est fou. C'est-à-dire que l'inertie. Donc moi j'ai revu toutes mes cuissons. Beaucoup de gens entre guillemets, certains me disent c'est une cuisson basse température, sous vide, etc. Je fais non. C'est une cuisson encore finalement au sautoir, au four, etc. Sauf qu'on a réfléchi aux inerties. Et ça fait une vraie différence dans les cuissons. La gambasse, même la bouillabaisse, on réfléchit à tout ça. Les températures de service aussi, c'est important. Oui. Nous, on sert tout entre 47 et 48 degrés. Moi, c'est ce que j'appelle les 3-10, c'est-à-dire pour manger dehors, pour être bien, 27 degrés max. Il ne faut pas descendre trop bas parce qu'on ne supporte pas bien le froid non plus. Oui. 37 degrés de température corporelle, 47-48 degrés de température de service. Parce qu'en fait, en cuisine, on parle souvent de chaleur, mais la chaleur, c'est un mot qui dérange déjà. Et l'homme n'est pas adapté à la chaleur. C'est-à-dire que quand on a de la fièvre à 43, on meurt. On ne prend pas de bain à 55, c'est trop chaud, ça nous pique. Et donc on arrive très vite à saturation. La chaleur, ce n'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup en vérité. On aime le confort. Et donc les 47-48 degrés de service nous amènent ce confort. C'est-à-dire qu'il ne pollue pas notre réflexion au goût, il amène tout de suite au goût. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose, le cerveau, espèce d'organe indépendant, qui réfléchit des fois sans qu'on lui demande de réfléchir. Il fait un job parce qu'il est là pour nous protéger aussi. Et quand vous mangez quelque chose qui serait un peu trop chaud par rapport à ce qu'on doit avoir, et ben il nous dit ah c'est chaud. Et pendant que vous pensez que c'est chaud, vous ne pensez pas que c'est bon. Et donc nous on a revu toutes nos températures de service. Et je pense que ça fait une vraie différence au goût. Alors évidemment, une assiette elle ne doit pas se manger en un quart d'heure. Moi je pense qu'un plat se mange assez vite. C'est ma perception aussi. Hein. Il y a des gens qui prennent plus de temps. Alors peut-être que maintenant, bien sûr la courbe s'inverse et qu'on passe peut-être dans quelque chose qui serait froid. On parlait de développement durable tout à l'heure, enfin on l'a évoqué. Baumanière maintenant c'est une ferme pédagogique, c'est potager. Est-ce que tout ça c'était là avant toi? Est-ce que tu as amené des choses? Et donc moi je suis arrivé ici, puis il y a un potentiel de dingue. Il y a beaucoup d'ici de comment ça s'appelle, de terrain qui était comme ça, un peu en friche. C'était une roncière quoi. C'était voilà. Et je me suis dit il faut tout qu'on remette en place. Il y avait des priorités quand je suis arrivé. Mais petit à petit là, on va agrandir le potager l'année prochaine encore. On ne sera jamais en autarcie. Je ne dirais jamais qu'on soit en autarcie, ça n'existe pas l'autarcie, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Sinon tu fais ton huile d'olive, sinon tu fais. Donc voilà. Mais on progresse chaque année et j'espère bien que dans 3 ans, on sera très, très performant. Voilà, c'est mon objectif tranquillement. Je me fixe pas de. Je suis arrivé ici, je me suis dit je vais tout bouleverser. Parce que je suis arrivé, j'avais 35 ans, j'étais super speed, etc. Et je me suis dit je vais tout bouleverser en un an. Il m'a fallu 5 ans. Voilà, j'ai revu ma copie. Mais c'est pas grave, ça apprend aussi la patience. Hein. Donc c'était très bien. Je pense que je me suis fourvoyé et il y avait beaucoup de travail à accomplir. Et il y en a encore beaucoup parce qu'on a encore beaucoup de projets. Mais je suis content aujourd'hui de tout ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a un regard. Moi j'ai un regard depuis toujours. J'adore la nature, c'est vraiment mon dada. Et c'est vrai qu'ici, voilà, on essaye de faire au mieux. Après, encore une fois, on fait du luxe. On fait du luxe. Le luxe est un consommateur. Donc on ne va pas se mentir, il faut aussi dire la vérité. Mais on fait de notre mieux, c'est ça aussi, c'est ça qui est important, c'est que la personne par exemple qui jetait sa cigarette pendant des années, qui la jette plus, c'est déjà un mieux. Et aujourd'hui c'est ce qu'on fait quoi, on essaye de faire mieux,
de produire le plus possible sur place. Est-ce que je prends tout localement? Non. Est-ce qu'on va ramasser les déchets avec mes équipes? Oui. Est-ce qu'on donne les pertes aux cochons? Oui. Voilà. On fait mieux et je pense que dans 3 ans on sera mieux et dans 6 ans on sera mieux. Voilà. Ce qui est important, c'est finalement l'évolution positive, quoi. C'est pas de revenir en arrière. Il y a un joli dessert autour du miel et des abeilles. Ouais, ça c'est poétique, mais on a fait aussi un dessert qui s'appelle Anépomme défaut de la mer, où on raconte la pollution des mers par exemple. C'est pareil, on passe un message. Donc c'est une pomme qui est taillée comme une anémone. Dedans, on vient y greffer, parce qu'on voit bien dans l'année. Vous voyez, on voit ça là. Et à l'intérieur, il y a des poissons vivants, des poissons morts, des bouteilles d'eau, des gazages d'un bateau, à travers une cloche que Cécile a fait qui représente le corail et le soleil qui tape dans l'assiette. Enfin, c'est très poétique avec un message fort parce que je pense que, vu l'écoute qu'on a aujourd'hui, les chefs, je pense qu'on peut passer de temps en temps des messages comme ça. Ils ne plaisent pas toujours, mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il est essentiel de le faire passer. Donc on a décidé de le faire. Et donc on a plein comme ça de petits messages. Et finalement le pré-dessert qu'on a fait, qui s'appelle C'est vous l'abeille, l'idée c'est de raconter un peu, voilà, on pourrait presque voir le truc comme une abeille. Et finalement on vient manger ces petites feuilles du bout des doigts, elles sont fragiles. Donc il faut les manger comme pourrait butiner une abeille sur une fleur, avec justesse et délicatesse. Et on vient manger comme ça, elles sont agrémentées de différents miels, de différents vinaigres, etc. Donc il y a une tonalité différente, comme les fleurs sont toutes différentes. Et finalement, à la fin, on vient siroter un petit nectar qui se trouve dans une coque de cire, voilà, avec une petite paille sur laquelle on a mis du miel et quelques grains de pollen. Là, le contenant et le contenu sont très importants tous les deux, ils se répondent. Bah, je trouve que ça envoie quelque chose, un message, une idée, ça rajoute, je crois, au plaisir de la chose. La psychologie est très importante, hein. Moi je dis toujours 60% de goût, 30% de psychologie, 10% de hasard. Et donc la psychologie a une part importante et donc nous on essaie de la mettre en pratique. C'est pas un effet de zèle ou je sais pas, du superflu pour moi. Pour moi ça raconte ce qu'on raconte dans l'assiette, il y a une espèce de poésie, donc on la raconte des fois. Sur la sardine, il y a un petit grille-pain en bois. Est-ce qu'il est essentiel pour le pain? Non. Même pour moi, il me fait plaisir de le faire. Et je trouve que les clients, ça amène un sourire. C'est ça aussi, parce qu'en fait, le problème je crois, de l'adulte, c'est qu'il ne s'émerveille plus de grand-chose. C'est qu'on est pris dans une espèce de quotidien, les impôts, les enfants, les courses, les crédits, etc. Bah voilà, on prend plus le temps de lever les yeux. On a plus de temps qu'avant, mais on en profite moins. C'est ça qui est drôle. Donc voilà, moi je m'émerveille toujours aujourd'hui de passer dans le Val d'Enfer et de passer aux Alpilles. Ça fait 8 ans que je fais la route et je ne me suis pas lassé encore une seule fois. Et en fait, je me régale, je croise un sanglier, je suis content, de temps en temps un petit écureuil, ça me fait plaisir. Moi je suis content, ça fait simpler comme ça, mais moi je suis heureux de la vie que je mène, quoi. Et donc voilà, c'est déjà pas mal. C'est des beaux messages à véhiculer. Et aujourd'hui, tu as des moyens d'expression pour véhiculer tous ces messages porteurs de sens. Ouais. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, où tu t'exprimes. Ouais. Il y a aussi maintenant la télévision, où tu participes à l'émission Top Chef. Est-ce que ce sont des tremplins ou des outils pour toi ou tu t'en sers pour faire passer tes messages? C'est un tremplin, un outil, c'est une continuité dans ma vie. Voilà, c'est une proposition que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de propositions pour la télé finalement. Tu as hésité avant d'accepter? J'ai beaucoup refusé la télé moi, avant. Ouais, vraiment. Mais parce que j'avais... mon objectif numéro 1, c'était d'être champion olympique. C'était d'aller chercher cette 3e étoile. Et donc, au bout d'un moment, il faut se trouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti que je m'étais trouvé dans ma cuisine, que j'avais une idée propre, on va dire, peut-être un style de peinture, je ne sais pas comment on peut le définir, mais j'ai encore beaucoup de choses à trouver, hein. Je ne suis pas arrivé au bout de mon acheminement, mais j'ai bien avancé dans le process. Et donc, je me suis dit qu'à un moment donné, je pouvais faire autre chose en parallèle qui va m'amener à aller jusqu'au bout de ce process. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut être cantonné et puis après il faut élargir le cercle, aller chercher, capter des énergies ailleurs. Et Top Chef m'a permis ça aussi. C'est-à-dire que moi je suis allé aussi pour comprendre des choses, rencontrer des gens. Moi j'étais assez casanier, assez enfermé dans ce que je faisais, je sortais pas beaucoup. Et là ça m'a permis finalement de m'ouvrir aux autres et d'aller voir ce que je m'étais finalement interdit de faire avant. Donc il y a du plus pour tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est vrai que l'échange avec tout le monde, même avec les jeunes et tout, puis les chefs qui viennent nous rendre visite en tant qu'invités, c'est génial, t'échanges avec eux, tac. D'ailleurs, C'est vous l'abeille, c'est venu de l'épreuve avec Colagrico. D'accord. Voilà, l'épreuve des fleurs, etc. Et la fleur pas comme les autres aussi. La courgette. Ouais, exactement. Ça, c'est un petit parfum, c'est très subtil. Faut aller chercher, on a un bouillon de courgettes à froid.
légèrement torréfié après. Et finalement, le caviar vient alimenter ce bouillon. Il y a une espèce d'harmonie. C'est très subtil. Là, on est dans un petit parfum très subtil pour vous ramener derrière dans quelque chose de plus péchu. C'est ça qui est marrant. Donc voilà, deux plats que j'ai créés grâce à l'arrivée de Cola Greco en tant que guest. Parce que moi, je cogite en même temps que. D'ailleurs, j'avais fait un petit cahier où j'avais tout marqué, je l'ai perdu, mais ça, c'est mon problème, ça. Je marque toujours plein de trucs partout et je perds souvent tout. J'espère que ça profite à quelqu'un. Ouais, c'est pas grave, non, mais parce que finalement, de toute façon, ça anime la recherche. Et donc, c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis jamais déçu de perdre un papier. C'est pas grave. On fera autre chose, on va créer autre chose. Et puisque tu dis que tu écris tout, etc., en termes de projets et de moyens d'expression, il y a 2 livres. Ouais, il y en a déjà un qui va pas tarder d'arriver avec Anne Garabédian et Philippe. Jean-Phi, pardon. Oui. Avec Jean-Phi et Anne Garabédian, voilà, dans la tête de Glenville. Donc c'est un bouquin parce que Anne et Jean-Phi m'ont suivi depuis mon arrivée. Je parlais de livres que toi tu es en train de faire. Ah pardon, l'autre. Ça va être ton premier, ouais. où tu es vraiment, oui, effectivement, vraiment à l'action et tu valideras tout ce qui sera écrit, photographié. Ça va s'appeler Cuisine d'un cancre. Ça va s'appeler comme ça? Cuisine d'un cancre, exactement. En fait, moi, je voulais pas faire de livre. Je voulais pas faire un livre pour faire un livre. Ça m'intéresse pas de comme ça. Je voulais trouver une idée qui soit un peu, qui raconte qui je suis, la cuisine d'une manière générale, mon évolution, le fait que je sois dyslexique, des choses comme ça. Et assez gros, assez narcissique, comme on peut l'être un peu par moment. On s'en rend pas compte. Des fois, on peut avoir un ego sans s'en rendre compte. On peut être prétentieux sans s'en rendre compte. Et peut-être des fois, par moment, le cuisinier, il est comme ça aussi. Il pense qu'il est le premier à avoir fait, il pense qu'on a été copié, il pense qu'il a été. Voilà, et peut-être que des fois aussi on se trompe. Et donc voilà, je raconte ce livre et à l'intérieur, en fait, il va y avoir un livre qui va s'appeler Concentration de l'idée. En fait, il y aura 2 titres. Et en fait, je vais essayer de faire un livre un peu plus court, schématiser mes idées, mais c'est pas la peine des fois de faire 10 pages pour expliquer que le froid c'est le froid et que le chaud c'est le chaud, quoi. Voilà. Et on va le lire à l'envers, en feuillet, enfin bref. Il y aura des recettes? Oui, il y aura des recettes, bien sûr. Il y aura des recettes, d'ailleurs, je crois qu'on est en train d'en shooter quelques-unes là. Voilà, d'ailleurs il y a un nouveau plat qui sort là, que j'ai fini de faire il y a 2-3 jours là. Ça s'appelle Entre le thon et le cochon, une histoire de ventrèche. Donc on travaille la partie maigre du thon, ça m'intéresse ce genre d'histoire. Et on travaille le gras de cochon à travers le poisson bleu. Parce que le thon mange des poissons bleus et quand vous mangez de la ventrèche, vous avez l'impression de manger une sardine. Mais c'est la partie grasse du thon. Donc il a fallu rajouter du cochon pour rééquilibrer la partie maigre et pour se rapprocher de la ventrèche, tout en travaillant le poisson bleu, pour avoir l'impression de manger dans la finalité une ventrèche alors que ce n'en est pas. C'est pour ça que ça s'appelle Entre le thon et le cochon, une histoire de ventrèche. C'est l'assemblage des deux qui crée. En fait, c'est intéressant finalement avec 2 goûts, d'en créer un 3e. Donc, voilà. Il y a toujours il y a un restaurant que j'adorerais faire un jour, ça s'appellerait 1 + 1 = 3. Et en fait, l'idée, c'est de créer un autre restaurant avec un autre chef. Pas en pop-up, un vrai restaurant sur lequel on travaillerait en communion pour créer finalement d'une idée plus une autre idée, en créer une 3e. Mathématiquement, ça s'additionne, mais 2 énergies, ça en crée une 3e. Donc je trouve que j'aimerais bien un jour faire ce restaurant. L'appel est lancé. L'appel lancé, ouais, j'en ai plein d'autres. Le mot de la fin? Le mot de la fin, ouais, soyez heureux. Ouais, c'est bien ça comme mot de fin. Merci.